Il est 13 heures à Coloma. Bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Dans son discours de prestation de serment, le président colonel Mamadi Doumbouya n'a pas manqué de parler des nombreux défis de notre pays. En première ligne, la lutte contre la corruption, l'organisation des élections crédibles et l'indépendance de la justice. Le décryptage, c'est dans un instant. Et puis Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance guinéenne, a été soutenu dans son ascension par la classe ouvrière dont les dockers. L'homme a été célébré de ce côté aussi. Les échos, c'est dans ce journal. Enfin, lutte contre le Covid-19. Bolloré offre 200 bouteilles de gaz à la réanimation du centre de traitement de Bessia. Un don qui vient s'ajouter aux équipements de visioconférence offerts à l'ANSS pour 5 régions sanitaires du pays. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette première édition de la mi-journée. La lutte contre la corruption, l'organisation des élections crédibles et l'indépendance de la justice sont entre autres défis à relever par la Guinée. Des défis mis en lumière dans le discours de circonstance du président colonel Mamadi Doumbouya. C'était le 1er octobre à l'occasion de sa prestation de serment. Un jour qui restera désormais gravé dans les annales de l'histoire guinéenne. Suivez cette analyse signée Mohamed Seyar Souma. Le changement intervenu au sommet de l'État guinéen a pris forme. Cela fait suite à la prestation de serment du colonel-président Mamadi Doumbouya devant la Cour suprême, la haute juridiction du pays l'invitant à jurer sur la charte de la transition, moment solennel qui l'engage désormais vis-à-vis du peuple de Guinée. Dans son allocution de circonstance, un bref rappel est fait sur les raisons de l'avènement de l'armée au pouvoir sous la direction du Comité national du Rassemblement pour le développement. Une lecture attentive de l'évolution politique de notre pays permet d'aboutir à une conclusion. Cette relative à la nécessité d'apporter un changement. En effet, comme vous le savez, la République de Guinée a connu depuis le 5 septembre 2021 un changement politique suite à la prise du pouvoir par l'armée. Ceci est consécutif à une longue crise sociopolitique et économique à laquelle le pays était confronté. La charte déjà en vigueur prévoit la mise en place des institutions comme le gouvernement et le Conseil national de transition. Les priorités sont dégagées. Ces missions se résument essentiellement à la rédaction d'une nouvelle constitution, la refondation de l'État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier, l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes, et la réconciliation nationale. Sur le point relatif aux prochaines consultations électorales, le président de la transition opte pour la fermeté. Un message, on ne peut plus clair. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Pour relever ce défi, une importance capitale est accordée à la justice. En témoigne un passage de son premier discours d'adresse à la nation à la faveur de la prise du pouvoir par l'armée le 5 septembre dernier. Je cite, « La justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen. Cet engagement vaut un sacerdoce. » L'indépendance et l'impartialité de la justice constituent, à mes yeux, j'y insiste, un impératif afin d'instaurer la crédibilité de notre État et de recréer la confiance des citoyens dans l'institut judiciaire. Tout cela pour mettre en confiance l'opinion nationale et internationale. Je voudrais souligner mon attachement particulier au raffermissement des liens d'amitié et de fraternité avec nos voisins, mais aussi avec tous les pays partenaires et amis de la Guinée. En tant que membre fondateur de l'Union africaine et attaché aux valeurs panafricaines,
notre pays continuera à tenir son rang dans l'intégration et le rayonnement du continent. Ces messages montrent une nouvelle fois que les portes de la Guinée restent ouvertes. Pour preuve, les frontières avec les pays amis sont réactivées. Pas seulement, plusieurs actes sont posés et massivement salués durant les 4 premières semaines du CNRD aux commandes. À sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État. Le défi est énorme, mais unis, nous y arriverons. Cette phrase est celle du président Mamadi Doumbouya, prononcée lors de son adresse à la nation à la veille de la célébration du 2 octobre, fête de l'indépendance guinéenne. Entre le désir de réconcilier les Guinéens et la mise en place d'institutions solides, le président de la République a fait part de sa vision. Le décryptage de son discours, c'est avec Thierno Ousmane Diallo. Vaillant peuple épris de liberté. Son adresse à la nation a duré 15 minutes, durant lesquelles le colonel Mamadi Doumbouya a décliné quelques axes de sa gouvernance. Tout d'abord, il remercie la population, félicite les forces de défense et de sécurité, avant de revenir à nouveau sur les circonstances qui ont conduit l'armée guinéenne à prendre ses responsabilités le 5 septembre dernier. Comme indiqué dans notre déclaration de prise du pouvoir, une série de crises profondes et multidimensionnelles ont fini par saper les fondements de notre nation. Crise due notamment au dysfonctionnement des institutions constitutionnelles, l'instrumentalisation de la justice, les violations graves et répétées des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un discours solennel durant lequel le président de la République n'a pas manqué de rendre hommage aux pionniers de l'indépendance. À plusieurs reprises et de différentes manières, il a insisté sur les notions de solidarité et d'unité. Un discours rassembleur pour tourner la page de la division et bâtir une nation harmonieuse avec des institutions fortes. L'heure est au rassemblement de tous nos compatriotes autour des actions engagées par le CNRD pour permettre à notre pays de sortir de cette période transitoire avec les institutions plus fortes. Une nation plus tolérante et réconciliée avec elle-même, où toutes les opinions peuvent s'exprimer librement. Dans cette Guinée nouvelle que nous voulons bâtir ensemble, tout sera mis en œuvre pour que force reste à la loi. En ce discours prononcé à la veille du 2 octobre, les Guinéens se font une idée de ce à quoi va s'atteler le gouvernement qui sera bientôt mis en place. L'état actuel du pays exige des mesures fortes que le CNRD s'engage à prendre en vue de redresser la situation avant la fin de la transition. Au titre de ces mesures, il y a la refondation de l'État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral, la refonte du fichier, de l'organisation d'élections crédibles, inclusives, transparentes, ainsi que la réconciliation nationale. À ces missions essentielles s'ajoute l'écriture d'une nouvelle constitution, devant servir de socle à notre démocratie. Dans cette adresse à la nation, colonel Mamadi Doumbouya prend des engagements pour une transition réussie avec notamment des élections transparentes et inclusives de la base au sommet. L'histoire de la Guinée indépendante, c'est aussi et surtout ces témoignages et souvenirs des compagnons de l'indépendance. À l'occasion de la fête du 2 octobre, nos reporters sont allés à la rencontre de la compagne du camarade Ahmed Sékou Touré, celle avec qui il a partagé des moments de gloire mais aussi de peine. Hadja André Touré, malgré son âge avancé, a bien voulu relater ses souvenirs en ce qui concerne la présidence de son défunt époux et même bien après. Makeme Donzo Sadoubari. Née en 1934, Hadja André Touré est la première dame de la République de Guinée. L'épouse du feu président Ahmed Sékou Touré est reconnue par sa discrétion. Cette femme d'un tempérament modéré et forte de caractère a su se frayer sa propre voie, son chemin, pour donner du contenu à son parcours. J'ai fait quelque chose de très simple. J'ai commencé chez moi, dans mon salon.
Je faisais venir mes amis d'enfance. Ils ont fait des ouvrages, nous avons travaillé. Ils ont vendu les ouvrages là pour avoir un peu d'argent. Moi, je n'ai jamais pris l'argent de l'État pour faire mes activités. Alors on a vendu, commencé à acheter des machines. 2 machines, 5 machines. Quand nous avons eu assez de machines, nous avons ouvert le centre. Nous avons recruté les jeunes filles qui venaient là-bas pour la formation. Mais en leur apprenant surtout à ne penser qu'à elles-mêmes. Après le cycle primaire à Kankan, André rejoint Conakry pour poursuivre ses études secondaires au collège des jeunes filles tenu par des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Elle en sort avec le brevet élémentaire. Avec ce diplôme, elle est embauchée comme secrétaire de l'Association des femmes de l'Union française. En juin 1953, André se marie au camarade Sékou Touré. Elle n'avait que 19 ans. Et depuis lors, Madame Touré reste sereine et garde toujours les meilleurs souvenirs de son époux, qui est aussi le père de l'indépendance guinéenne, rappelé à Dieu il y a 37 ans. Mon mari avait un caractère, il communiquait beaucoup. À la grâce de Dieu, je vis paisiblement chez moi. Je suis entourée de mes parents et mes amis qui viennent me voir. Je suis très heureuse d'être ici. Fille d'un médecin militaire français, Paul-Marie Duplantier, et d'une ménagère guinéenne, Kessa Kourouma, Hadja André Touré est âgée de 87 ans. Malgré cet âge avancé, elle a toujours la mémoire fraîche et se rappelle presque de tout. Même si la vieillesse a déjà eu raison de sa mobilité physique, il n'en est pas de même pour sa vivacité d'esprit. Elle garde toujours son moral. Et oui, Ahmed Sékou Touré, cet homme principal architecte de notre indépendance, a eu une vie bien intéressante. De l'Union territoriale des syndicats à la tête de l'État guinéen, l'ascension fulgurante de ce jeune leader révolutionnaire a été soutenue par la classe ouvrière dans les dockers, d'où sa célébration par la plateforme portuaire guinéenne à l'occasion de ce 2 octobre. Fodé Camara. L'histoire du port autonome de Conakry est intimement liée à la colonisation. Dès 1895, le gouverneur de la Guinée française, Noël Ballet, avait mesuré déjà la portée stratégique de l'implantation d'un port à Conakry. De 1929 jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, le port avait un trafic de 180 000 tonnes de marchandises par an, constitué en grande partie des produits tropicaux et d'autres matières premières. Une domination coloniale combattue dès les premières heures par les dockers. Il y a plus de 40 ans, à Paris, quand le président Ahmed Sékou Touré parle de lui-même à la 3e personne, il rend un hommage vibrant à ses héros anonymes. Beaucoup se posent la question, quel est cet homme? Je voudrais vous mettre à l'aise. Cet homme est un fils de la Guinée. Cet homme n'avait rien. Et au moment où pour la première fois son parti, le Parti démocratique de Guinée, l'avait choisi pour être le candidat député pour le Parlement français, il lui était réclamé 5 000 francs. C'est-à-dire 50 francs français aujourd'hui. Cet homme, pendant un mois, était incapable par lui-même de trouver les 5 000 francs. Cet homme n'a pu obtenir les 5 000 francs que lorsque les dockers de Conakry ont appris l'incapacité du candidat à se faire inscrire, faute d'argent, avaient donc organisé une souscription pour amener les 5 000 francs. Je suis le fruit de mes frères et de mes sœurs. Le directeur adjoint des opérations maritimes de la société Alport est l'un des témoins de ce discours de reconnaissance du président Ahmed Sékou Touré à l'endroit de l'engagement des dockers pour l'indépendance et l'émergence socio-économique de la République de Guinée. À l'époque, ce vieil acteur portuaire était jeune stagiaire à Paris. On était tous dans la salle ce jour. Moi, j'étais étudiant. J'étais venu en stage. Et on a assisté, c'était fabuleux, c'était formidable, c'était excellent. Il fallait être guinéen ce jour dans cette salle pour écouter ton chef de l'État qui
défendaient les causes justes. Ce qu'on peut retenir, c'est que les dockers sont d'une participation effective et formidable dans le développement du port. Il faut le reconnaître et il faut le retenir. À l'unisson, ce 2 octobre 2021, pour se souvenir des différentes péripéties de la marche vers l'indépendance, les travailleurs du terminal conventionnel ont marqué une pause festive pour regarder dans le rétroviseur le rôle crucial joué par les dockers dans la lutte pour la souveraineté nationale, mais aussi rappeler la place du syndicalisme pour la prise en charge des revendications d'amélioration des conditions de vie et de travail. Les ports, en tant qu'acteurs économiques incontournables des économies des pays, doivent participer activement. Il y a un message solennel que le chef de l'État a lancé à l'ensemble des Guinéens. Et je pense que tous les travailleurs d'Alport Conakry et du groupe Albeyrak évoluant sur le territoire guinéen doivent s'inscrire dans ce sens, c'est-à-dire l'unité, la réconciliation, la discipline et le travail. À l'indépendance, dès 1958, les dirigeants de la Nouvelle République ont initié des réformes à la dimension des ambitions de souveraineté et de modernité. Aujourd'hui, pour tenir ce pari du renouveau, il y a lieu de marcher dans le sillage du père de l'indépendance pour permettre au port de Conakry de capter le trafic des pays voisins qui n'ont pas accès à la mer. Le 2 octobre de cette année a été célébré sur toute l'étendue du territoire national, de Boké à Dubreka en passant par Forekaria et Koya. Les échos de cette célébration, c'est avec Younousa Tawel Kamara. C'est dans le strict respect des gestes barrières que la fête du 2 octobre, qui marque l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale, a été célébrée à la place des martyrs de la commune urbaine de Boké. Ce jour, les autorités à tous les niveaux se sont fortement mobilisées pour donner un cachet particulier à l'événement. L'occasion de procéder à la pose de la gerbe de fleurs avant de revenir sur le rôle que la Guinée a joué pour permettre aux autres pays d'accéder à leur indépendance. Les gens qui ont mouillé le corps, ils se sont donné la main malgré la multiplicité des partis politiques à l'époque. Mais quand il était question de sauvegarder l'honneur de la patrie, ils se sont donné la main. Ils sont restés l'un derrière l'autre comme un seul homme pour sauvegarder l'honneur et puis nous donner l'indépendance. Cette indépendance n'était pas seulement pour la Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que ces démarches, ces luttes ont contribué à la décolonisation de beaucoup d'autres pays africains. Même en Gouman à Dubreka, là aussi, la cérémonie festive s'est déroulée à la place des martyrs en présence des autorités préfectorales, communales et religieuses. Après le défilé militaire, place au traditionnel exercice du dépôt de la gerbe de fleurs. On est habillé pour vous, pas contre vous. Alors on vous tend la main pour que vous veniez, que nous travaillons la main dans la main. La fête d'aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Vous nous voyez à l'œuvre et vous voyez tous les sous-préfets sont autour de moi. Ils sont venus pour l'assainissement de l'hôpital central. C'est sous le slogan « Une Guinée unie et prospère » que la fête nationale de l'indépendance de la Guinée a été célébrée à Koya. Tout a commencé par la revue des troupes par le nouveau préfet avant de procéder à la pose de la gerbe de fleurs à la place des martyrs. Je voudrais m'incliner pieusement devant la mémoire des illustres disparus pour la décolonisation et pour l'indépendance de notre nation. Pour la même occasion, je voudrais remercier très humblement les braves populations de Sumbuya, Filourouré et Tabounso pour leur adhésion massive aux idéaux de paix, de rassemblement et de développement prônés par le CNRD, à sa tête son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État, président de la République, commandant en chef des forces armées. À Forekaria, c'est le défilé militaire qui annonce les couleurs de la célébration du 63e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance nationale. Un moment solennel où la flamme du patriotisme est arrivée dans le cœur des Guinéens. Tout en vous remerciant pour vos mobilisations massives
à l'occasion de cette journée historique, je voudrais rappeler de la fête de notre indépendance un moment intense. L'émotion pour la nation, car elle constitue une fête qui rassemble l'exemple, notre liberté recouvrée et met l'honneur de non seulement nos compatriotes qui se sont investis pour la cause de la patrie. 63 ans de souveraineté, un âge de maturité célébré en apothéose dans la préfecture de Friard. Une festivité qui a tenu toutes ses promesses dans la cité de l'Alumine. 2 octobre 1958, 2 octobre 2021. Que de chemins parcourus et de jalons posés par le vaillant et courageux peuple de Guinée. Que de victoires remportées et de difficultés rencontrées par le glorieux peuple de Guinée sur les plans politiques, économiques, social, culturel, sportif, etc. Chers compatriotes, dans un contexte très particulier, marqué par l'avènement du Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, que nous célébrons cette année les 63 ans de notre indépendance. Ce 63e anniversaire est placé sous le signe de la paix et de la réconciliation. La fête est aussi une occasion de poser des actes civiques comme la campagne d'assainissement lancée dans toutes les localités du pays. Dans ce 13h également à Fria, une série de lectures du Saint-Coran est organisée par les femmes dynamiques des forces armées guinéennes. Au nom de la paix et de la cohésion sociale, elles implorent Dieu pour qu'il répande sa grâce divine sur la Guinée et les Guinéens. Adjudant Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Des rencontres religieuses avec pour seul leitmotiv l'unité nationale et la cohésion sociale entre les Guinéens. Cela passe par une seule lecture du Saint-Coran. L'initiative vient des femmes dynamiques des forces armées guinéennes. La ville de Fria est la première étape de cette cérémonie qui met en exergue l'imploration de la grâce divine au bénéfice de toute la population. Vu le climat social dans notre ville actuellement, on a jugé nécessaire d'organiser ces différentes prières. C'est pour la consolidation du climat de paix et la quiétude dans notre cher pays. On fait cette lecture, c'est pour soutenir le président Mamadi Doumbouya pour la quiétude, la consolidation de la paix, la cohésion dans notre pays. De Fria à la mosquée Kébéa en passant par celle de Boulbini, le Saint-Coran a été lu à plusieurs reprises. Un exercice initié au nom de la paix, mais aussi pour la réussite de la transition, assurée par le Comité national du rassemblement pour le développement, à sa tête colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la République, chef suprême des armées. On a organisé cette lecture du Coran pour implorer Dieu pour la quiétude, l'unité, la cohésion, la paix de notre pays, la Guinée. Comme vous le savez bien, les femmes dynamiques de l'armée guinéenne, pour venir voir les sages de Fria, les différentes coordinations de Fria, les différents chefs religieux de la région de Bokeh, pour une visite de courtoisie, pour une visite de paix et de l'amour, en faisant une lecture divine pour la paix en notre pays, afin que le bon Dieu accompagne ce beau pays. Dans cette période transitoire, nous avons énormément besoin de Dieu, afin que non seulement Dieu accompagne la nouvelle autorité sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya, que Dieu le bénisse, afin qu'il réussisse à conduire la Guinée vers l'unité nationale, vers la réconciliation, vers la refondation des fondamentaux de l'État, sans lesquels aucun développement n'est possible. Cette cérémonie religieuse à plusieurs endroits du pays a été rythmée par la lecture du Saint-Coran et d'intenses prières. Autre geste marquant et non des moindres, une quantité importante de denrées mais aussi de bœufs offerts pour venir en appui à cette imploration divine dédiée à la paix et à la cohésion sociale.
Un mot de santé dans cette édition pour parler de la lutte contre le Covid-19. Les autorités sanitaires se font accompagner par les partenaires nationaux et internationaux. Bolloré a récemment offert 200 bouteilles de gaz à la réanimation du centre de traitement de Bessia, un don qui vient s'ajouter aux équipements de visioconférence offerts à l'ANSS pour 5 régions sanitaires du pays. Mamadi Tarnakamisoko. La courbe des infections liées au Covid-19 a certes baissé dans le pays, mais les centres de prise en charge continuent à enregistrer des patients. À la réanimation du centre Covid de Bessia, par exemple, 13 malades sont sous assistance respiratoire. Pour aider ces malades à vite recouvrer leur santé, Bolloré offre 200 bouteilles de gaz aux autorités sanitaires guinéennes. Il s'agit de la remise à la NSS d'un lot de 50 bouteilles d'oxygène avec la possibilité de renouveler et recharger 4 fois ces bouteilles pour avoir au total l'équivalent de 200 bouteilles d'oxygène. On tient simplement à participer à toutes les réalisations de l'ANSS puisque on peut que se féliciter du travail réalisé par l'agence pour le suivi, le traitement et les mises en garde qui sont adressées par la NSS au niveau de toutes les populations contre cette maladie. L'oxygène est un élément très important dans la prise en charge des patients Covid, surtout qui font les formes graves au niveau de la réanimation. Donc là, si nous recevons aujourd'hui 200 bouteilles d'oxygène pour qu'on puisse sauver des vies humaines, je crois que ce geste humanitaire doit être vraiment apprécié, félicité et encourager les donateurs pour les gestes qu'ils viennent de faire. Le taux d'utilisation du gaz dépend de l'état clinique des maladies reçues. C'est pourquoi, dans certains cas, le rythme de consommation est souvent infernal. Cette quantité de bonbonnes de gaz pourra ainsi soulager les finances de l'ANSS pendant quelques jours. Bolloré n'est pas sa première donation. La première, c'était un automate de biochimie qui nous a été donné, avec entretien bien sûr. La seconde donation, c'était la mise à disposition de tous les blousons de Conakry pour la vaccination et cela continue. Aujourd'hui, nous sommes dans la donation avec 200 bouteilles d'oxygène, ce qui est un ouf de soulagement pour nos patients et pour nos finances. Il faut dire qu'à la réanimation, l'oxygène est un primordial, il est consommé par ce service. Donc nous disons merci à Bolloré pour cette donation. Autre don offert à l'ANSS, c'est la mise à disposition par l'OMS d'équipements de visioconférence. Destinés aux directions régionales de la santé de Boké, Kindia, Mamou, Labé et Farana, le matériel a coûté $60,000 à l'Organisation mondiale de la santé. Dans l'actualité également, formation pour les cadres de l'élevage et de l'environnement en communication de risque en période d'urgence. Ils sont principalement outillés d'un dispositif efficace pour les cas d'urgence. C'est dans le cadre de l'approche One Health. Yaya Silla. Ce sont les cadres des secteurs de l'élevage, de la santé et de l'environnement qui bénéficient de cette formation en communication du risque en période d'urgence sanitaire. Ils apprennent comment planifier et mettre en œuvre des campagnes efficaces de communication de crise, d'urgence pour le grand public et pour les groupes à risque. En tant que représentant de l'élevage, nous avons reçu une formation qui va nous permettre désormais d'accéder à nos éleveurs, leur communiquer ce que nous avons reçu, comment s'y prendre, comment planifier les activités au niveau du secteur de l'élevage et comment faire la riposte en cas d'épidémie. Organisé par l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire dans le cadre de l'approche Une seule santé qui reconnaît l'interdépendance de la santé humaine, animale et environnementale, cette rencontre vise à outiller 120 cadres des secteurs de l'élevage, de l'environnement et de la santé. Bon, le résultat attendu, c'est que à la fin de cette formation, que tous les participants soient en mesure de pouvoir planifier, mettre en œuvre les activités de communication pour donner les informations justes aux différentes cibles, qui sont les communautés pour lesquelles nous travaillons. À la suite de la formation ici à Kindia,
les cadres des départements de la santé, de l'élevage et de l'environnement vont se doter de dispositifs en communication sur le risque. Les points focaux de communication au niveau des structures déconcentrées seront clairement identifiés et renforcés. L'accès à l'eau, un défi non encore relevé par notre pays, pourtant appelé château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Un paradoxe que l'État et ses partenaires veulent corriger à travers un plan d'action pour permettre aux différents acteurs concernés de s'accorder sur les démarches à suivre. Bakary Bambakonde. La Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Bien qu'elle dispose d'abondantes ressources en eau, les problèmes dans ce secteur persistent. Pour inverser la tendance, le gouvernement et ses partenaires au développement conjuguent leurs efforts. D'où cette rencontre des structures clés impliquées dans la gestion des ressources en eau pour l'élaboration d'un plan d'action national intégré afin de s'accorder sur les démarches à suivre pour la satisfaction des populations en eau potable. Les ressources en eau de la Guinée sont très importantes, mais malheureusement ne bénéficient pas d'une bonne gestion et aussi de la valorisation de la ressource. Donc on a eu à élaborer et adopter la politique nationale de l'eau. Pour que cette politique soit une réalité, pour la mettre en œuvre, il faut un plan d'action. Donc c'est ce plan d'action national de gestion que nous sommes en train d'élaborer maintenant, et qui sera assorti d'un plan d'investissement. La Guinée est appuyée dans ce projet par l'Union internationale de la conservation de la nature avec un financement de l'Agence suédoise du développement international. L'objectif est de cadrer ces études des consultants et permettre à tous les participants de se prononcer de manière consensuelle sur les tâches à exécuter ainsi que les différentes étapes du projet. La Guinée a toujours été appelée comme le château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Et une bonne gestion des ressources en eau en Guinée voudrait dire que toute l'Afrique de l'Ouest aura suffisamment d'eau en quantité et en qualité suffisante. Du côté guinéen, la chef de cabinet du ministère de l'Hydraulique ne doute pas de la réussite du projet et de la pertinence des études élaborées à cet effet. Ce plan permet d'avoir plus de financement pour gérer convenablement les ressources. Ce plan va vraiment impulser les actions du gouvernement dans le domaine de l'eau et c'est pour ça que nous y tenons et surtout qu'on a un financement de l'UICN qui s'est mis à disposition du pays pour pouvoir permettre la mise en place de ce plan. Il faut rappeler que la Guinée depuis 2018 dispose de son document de politique nationale de l'eau grâce à l'appui de l'Union internationale de la conservation de la nature, de la CEDEAO et de la coopération suédoise. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 17h pour de nouvelles actualités.